Je suis plutôt un scientifique. J'ai à la fois été sur le terrain et comme consultant à donner des conseils sur le développement durable, sur l'économie, mais depuis 40 ans, donc bien avant que le développement durable soit défini en 92. J'ai commencé comme naturaliste, écologue, puis je suis devenu économiste je suis en grande partie autodidacte, mais j'ai eu des positions académiques dans ces différents domaines, dans des institutions plutôt prestigieuses. J'estime en touriste, c'est-à-dire que mon parcours personnel comptait plus qu'une carrière. Donc finalement j'ai accumulé des idées, j'ai fait tout un chemin. Et je m'aperçois aujourd'hui que effectivement pour passer à la pratique, il faut être dans une communauté, il faut être porté dans un projet politique, sur un territoire où on parle de concret. Parce que théoriser, faire des bouquins, des articles, m'a finalement lassé très tôt. Et j'ai passé mon temps à essayer de faire le lien entre la théorie, même à un relativement bon niveau, dans plusieurs domaines. En théorie, je devrais avoir 3 ou 4 thèses ou doctorats dans les domaines dans lesquels je suis intervenu, mais c'est pas mon but. La reconnaissance m'importe peu aujourd'hui finalement, plutôt que les idées. Et 40 ans après, j'ai accumulé une expérience pratique pour avoir eu des missions où il fallait donner des solutions dans des grandes entreprises, des gouvernements, un peu partout dans le monde. Je ne suis pas un globe-trotteur plus que ça, mais j'ai assez d'expérience. L'initiative que tu as lancée, finalement, de ce besoin que la société civile doit être éclairée par de la science, que d'ailleurs chaque individu, grâce à Internet par exemple, aujourd'hui peut devenir un bon scientifique, en tout cas dépasser les clichés élémentaires de ce qu'on apprend à l'école ou même à l'université. Et je vois toute la limite de la formation des masters par exemple, qui formatent à des disciplines scolaires, cloisonnées, ou la transversalité. Au fond, c'est l'esprit d'analyse qui doit être valorisé et très rapidement on peut, grâce à Internet, devenir assez bon dans un sujet quel qu'il soit. Après, c'est une histoire d'individu, d'intérêt personnel. Moi, je pense que l'école est inadaptée à finalement croire que les élèves ont besoin de choses élémentaires. Chaque élève a sa stratégie d'apprentissage. Certains sont même, pour 2% de la population, à haut potentiel, sont surdoués. Comme ils sont surdoués, ils n'arrivent pas à comprendre les autres. Mais c'est pas de la performance dont on parle, c'est juste des stratégies d'apprentissage très différentes. Quelqu'un qui finalement se contente de contempler, finalement de trouver les choses belles et que d'apprendre quelques gestes assez techniques permet d'être plombier, de très bien gagner sa vie, plutôt mieux d'ailleurs qu'un intellectuel, devrait être partie intégrante de l'école, de ne pas détruire le potentiel et les individualités. Donc c'est un premier point. Deuxièmement, il est évident qu'un enfant de 4 ans peut comprendre des choses qu'un adulte a à peine assimilées, pour les mêmes raisons que je viens de dire. Donc, pourquoi limiter l'accès à une certaine connaissance sophistiquée? Alors c'est très bien quand on veut être capable d'être un technicien, d'écrire, mais le commun des mortels peut très bien, avec Internet aujourd'hui, se renseigner au moment où c'est bon pour lui et devenir autodidacte. Nous sommes potentiellement tous des autodidactes. Les diplômes n'importent que peu. C'est bien d'ailleurs très français de croire que les diplômes vont permettre à quelqu'un de 80 ans de pouvoir encore sortir sa carte de diplôme d'ingénieur de la Polytechnique, faisant son identité que quand il avait 20 ans, il a été ingénieur de Polytechnique. Et juste fou. Donc, il y a à revoir complètement le rapport à la connaissance. Et il est évident que plus les gens seront libres d'apprendre, plus la société va s'élever dans tous les domaines. Et Internet le permet. Et donc d'apprendre que sur Internet, tout n'est pas à prendre au premier degré, est aussi une manière de s'éduquer. Parce que dans le monde ancien où il n'y avait pas Internet, les livres pouvaient mentir. Il fallait choisir son livre. Là, c'est encore pire, parce qu'on est inondé d'informations. Donc, je trouve que la dynamique qui est moderne aujourd'hui amène un fabuleux avenir, qui est justement que l'individu puisse faire son parcours, et que l'école l'aide ou ne l'aide pas, est assez accessoire.
En tout cas, la formation tout au long de la vie est bien ce que la plupart des conseillers pédagogues et qui font des bilans sur l'école et l'université essayent de préconiser. Et d'associer des choses, d'être sur le terrain en même temps que de faire de la théorie. Ça a été mon cas pendant 40 ans. De ne jamais oublier les bottes et les jumelles pour aller voir la nature quand on fait des cours ou des théories avec des maths sur les écosystèmes. Donc, ce sont des choses fabuleuses, évidemment, pour la Nouvelle-Calédonie, puisque, un peu au bout du monde, par rapport aux grands centres intellectuels, il est évident que la Nouvelle-Calédonie peut même se retrouver culturellement à ne pas être gagnée par cette espèce de code social que quand on est reconnu comme un intellectuel professionnel, à ce moment-là, on s'érige dans la société, n'a aucun sens. On peut vivre en tribu et être quelqu'un qui pense. Je connais tellement de jeunes des tribus, du sud comme du nord, comme de l'Ifu ou les autres îles, qui n'ont pas eu besoin d'aller beaucoup à l'école pour avoir les idées et l'intellect. Et on se matche tout de suite. Pourtant, j'ai 40 ans d'expérience dans des universités internationales. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une autre manière de faire, et la curiosité, le fait de ne pas être englué dans certains codes de l'école, disons-le à la française, qui a des bonnes choses, mais qui doit se revoir, surtout dans l'esprit calédonien, océanien, pour justement libérer les gens, libérer la pensée. Donc je viens ici parce que je vois bien, j'étais assez naïf de croire qu'en tant qu'expert en tout, je pourrais sauver le monde. Je fais de l'humour, mais à l'approche de la soixantaine et en étant encore en forme, je m'aperçois qu'il y a vraiment d'autres façons de travailler, d'autres façons de faire pour que la société, justement, et on y est presque, puisse intégrer tout ce que moi-même et surtout mes pères qui m'ont influencé ont pensé il y a déjà 60 ans. Des Meadows ou des Robert Ayres en écologie industrielle ont été mes tuteurs, ou des naturalistes, même un grand nombre de gens que j'ai croisés avaient déjà une vision d'un monde qui se débarrasse des facilités de l'industrie ou de la finance. Et donc, il y a un enjeu à devenir plus concret, et ton initiative me semble cruciale, de montrer que la société civile doit et peut se doter de connaissances scientifiques plus rigoureuses qui permettent de ne pas passer dans l'idéologie trop rapidement. Après, et c'est aussi dans ton initiative, l'humain, pour agir, a besoin de mythes. Et le mythe scientifique n'est pas mauvais en soi, même si on fait des erreurs théoriques. En réalité, ce qui compte, c'est le modèle. Et on l'améliore. Et donc, on est à l'opposé de ce que, notamment en France, on colporte que des experts puissent tout résoudre. Moi, je ne crois pas à un mode de vie social qui soit basé sur la rationalité. Parce que y a trop de choses à intégrer. Moi-même, et avec beaucoup de prétention quand j'étais jeune, je croquais les bouquins à vouloir être spécialiste en tout, j'y suis relativement arrivé, mais je me suis rendu compte que le monde est tellement complexe qu'en réalité, il y a une part qu'il faut passer dans l'inconscient, que ça devienne des réflexes conditionnés. Parce que si tous les matins, on se lève et on va à ses toilettes sèches, ou on va cueillir ses fruits en agroforesterie, et qu'à chaque fois on se justifie tout ça par je ne sais quelle théorie, idéologie, etc., rationnelle, une grande partie du bonheur s'évapore parce qu'on est sous contrôle permanent. En réalité, il y a vraiment matière, il y a vraiment matière à ce que le mode de vie soit plus intuitif, soit plus détaché de la technique. Et il faut arriver à ce que un certain nombre de gestes éco-citoyens ne soient plus guidés par la culpabilité. Donc il y a besoin d'un mythe, et ce mythe pourrait être d'un nouveau rapport à la nature. Et les Kanaks peuvent nous enseigner beaucoup, que naturellement, il y a un respect de la nature, donc on ne jette pas le papier par terre. Ce sont des mythes, parce que
théoriser la relation de l'homme à la nature peut prendre plein de formes, et beaucoup s'y sont cassés les dents, ou au contraire on produit des romans ou des ouvrages scientifiques fabuleux. Mais pour que l'humain, pour que ça soit normal de vivre sans réfléchir à tous les gestes que l'on fait, il faut du mythe. Il faut de la poésie. Il ne faut pas que tout soit scientifique. Voilà ma proposition. D'ailleurs, c'est intéressant, j'aime bien la métaphore que mon père me rappelle régulièrement, qui est un sultan demande à son artiste, tiens, j'ai un nouveau palais, j'ai une salle du conseil, fais-moi une superbe œuvre d'art qui va tapisser l'arrière de mon siège, et je voudrais que ça soit inspirant, que ça amène la paix, que ça... Et finalement, l'artiste, je le fais bref, retourne chez lui, 1 mois se passe, 3 mois, le sultan s'agace, ramène avec les militaires, ramène l'artiste au palais, lui demande des comptes, mais je vais me dépêcher. Bref, 6 mois encore se passent, le sultan est exaspéré, menace des crocodiles l'artiste qui arrive et qui dit bon, je comprends, demande un immense papier, un tableau, quelques couleurs, et avec un geste fabuleux, c'est du happening, fait une œuvre et la retourne vers le sultan qui dit bon, je suis un peu exaspéré, mais je dois dire que c'est exactement ce que j'attendais. À ce moment-là, l'artiste demande à ce qu'on aille dans les caves de sa maison chercher les tombereaux, les caisses entières d'esquisses. Pendant ces presque 1 an où il avait fait mariner le sultan, il n'avait pas arrêté jour et nuit de s'entraîner au geste. Le geste compte plus que la composition laborieuse, à vouloir construire un monde pierre par pierre, en réfléchissant à toutes les règles scientifiques qu'il y aurait derrière. Non, il faut le mélange des deux. Oui, bien sûr que c'est l'art qui va diriger nos vies. Après, il faut des solutions techniques. Il faut que les pinceaux peignent, il faut que les voitures avancent, il faut que ça soit propre, parce qu'on voit bien le prix à payer X années plus tard de ne pas avoir prévu d'entrée de jeu. C'est tout le problème du capitalisme financier, de croire qu'on sera assez riche plus tard pour régler les problèmes environnementaux et de confort plus tard, quand on aura été assez riche, mais on oublie que la monnaie, que les échanges s'actualisent avec une certaine dépréciation, et que donc ça coûte toujours hors de prix quand on s'y prend plus tard de rattraper les erreurs, de ne pas les avoir résolues sur le moment. Je pense que la Nouvelle-Calédonie, et avec son grand clivage culturel, communautaire, notamment kanak occidental, sans oublier les autres communautés, mais qui sont minoritaires, c'est comme ça, c'est l'histoire, les deux peuples ne se sont pas encore rencontrés. Tout juste. Et donc, il y a vraiment une grande question à construire les critères de paix et les critères de bonheur ensemble. À défaut d'être ensemble, restons ensemble tant qu'on n'arrive pas à vivre avec les mêmes codes sociaux, c'est pas grave, les familles font ça déjà, on ne déjeune pas, on ne marie pas ses enfants de la même manière, dans telle ou telle communauté, ça ne pose aucun problème dans un pays. La question c'est comment on vit finalement avec, donc dans les institutions, donc pour donner des lois pays, pour décider de ce qui sera la collectivité. Et là, les Kanaks comme les Occidentaux, même là depuis des générations, finalement ont du mal à se rencontrer. Et ceux qui y sont arrivés, notamment en étant métis, notamment en travaillant dans les mêmes entreprises, vous racontent que ça se passe très bien. Et donc il faut construire là-dessus, que ceux qui n'ont pas eu le temps de rencontrer l'autre communauté se donnent les 20 ou 50 ans qu'il faut pour le faire. Et c'est tout à fait constructif, à mon avis, serait typiquement quelque chose qui irait vers la paix et le bonheur, entre autres thèmes que nous avons abordés, qui est évidemment de ne pas reproduire les lois de marché qui valent au niveau international et mondial, qui nous ont pollué la planète entière et qui sont en train d'éliter les systèmes sociaux, les communautés. Polanyi, philosophe, je crois polonais ou tchèque,
en 1942, a bien identifié que le désencastrement de l'économie, qui devient anonyme, financière, de la société humaine, de l'économie réelle, produit les fascismes, les extrêmes. Je pense qu'il y a deux niveaux d'entrée dans cette perspective. La première, c'est qu'il y a dans le monde aujourd'hui un très grand nombre de réflexions, de modèles, de cas précis, et c'est assez technique, pour le coup assez scientifique, à la fois en termes de droit, à la fois en termes de management d'entreprise ou management de gouvernement, donc de gouvernance, et ensuite tous les aspects techniques qui permettraient des transitions écologiques, énergétiques, etc. Bon, j'ai fait un parcours qui fait que je connais pas mal de choses sur chacun des thèmes, et on m'a demandé de plancher sur un nouveau modèle économique. Bon, humblement, faut que ça soit simple, hein, donc c'est probablement quelque chose qui se fera en quelques jours et avec l'idée de donner une trame. Bon, d'autres feront l'exercice, et c'est intéressant d'enrichir les différentes démarches. Toi aussi, ton groupe va aller dans ce sens-là, en décidant d'intégrer de la technique. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut dresser sur des éléments de prospective stratégique que certains États, notamment la France, pratiquent depuis des années, et où, à la manière de l'ancienne planification territoriale, qui ne doit surtout pas être une planification, mais une vraie stratégie, peut très bien voir les forces, faiblesses, menaces, vous savez, SWOT, de la Nouvelle-Calédonie, et creuser, essayer de ne pas rester uniquement sous l'angle occidental et économique, donc d'intégrer les principes et de les traduire d'une certaine économie sociale kanak, donc des autres communautés, et de voir les convergences entre la prospective territoriale et la prospective politique, donc économique, que l'on peut faire sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a des tas de gens capables de faire cet exercice. Bon, je vais m'y essayer parce que c'est une passion personnelle, mais on est plusieurs à le faire sur le territoire, et c'est tout à fait possible de sortir des axes de ce type-là. Aujourd'hui, avec le service d'aménagement et de prospective du gouvernement, les outils ne sont pas réunis pour faire de la prospective. Et d'ailleurs, le SAD NC 2025 voté au Congrès en 2016 n'avait pas envisagé vraiment, soit par prudence politique, soit par une relative censure, ou peut-être de considérer que c'est trop tôt, d'oser des scénarios contrastés qui permettent d'envisager tout le champ des possibles, y compris celui le plus détestable pour les uns ou pour les autres, ou pour la communauté. Être envahi par une nation étrangère qui pillerait le pays, ça peut arriver, je ne nomme personne, ça ne sert à rien. Elle peut être d'ailleurs capitaliste, classique, ou au contraire plutôt communiste du Nord. Sont des vrais dangers qu'il faut voir froidement, et on a les outils pour ça. La deuxième entrée que tu suggères, c'est que le développement humain, il est aussi une question de culture océanienne, de culture calédonienne, de ce mix entre les communautés, justement celles qui doivent se rencontrer. Sur quoi doivent-elles se rencontrer? Notamment de revoir complètement l'école. Il est hors de question que, soi-disant parce que l'école est universelle et à la française, une grande partie de la communauté kanak se retrouve à ne pas arriver à dompter l'échec scolaire. Et ça pour des raisons qu'on connaît très bien, qui sont à la fois culturelles, notamment ce que je disais au départ, c'est-à-dire de ne pas respecter la manière d'imaginer. On appelle ça en psychologie l'objectivation ou alors la catégorisation. Ça arrive à l'âge de 2 ans. C'est la capacité, quand on dit chien, de voir autre chose que son propre chien, mais de voir que tous les chiens se ressemblent. Auquel cas, il y a le chien de la voisine, il y a un chien noir et il y a un chien blanc. Eh bien, d'être capable de catégoriser est déjà une raison différente pour certaines communautés, certaines cultures, de ne pas aborder l'école de la même manière, parce que l'école ne respecte pas le chemin qui amène à ce que l'esprit se structure.
qu'à partir du moment où on a un imaginaire débordant et qu'on est branché sur la nature par l'intuition parce qu'on n'a pas été coupé de ça, on ne peut pas suivre l'école. Moi-même, j'ai eu du mal à suivre l'école. Donc, le développement humain se fera en redéfinissant des principes stratégiques pour le peuple calédonien, voire océanien, avec les frères d'une communauté de fait, qui englobe 11 millions d'habitants, qui est un marché tout à fait intéressant pour imaginer une nouvelle économie par coopération des îles du Sud-Pacifique. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ne sont pas forcément inclus. Et d'arriver à donner de l'air à nos jeunes, de donner de l'air à nos entreprises. Et par de la co-construction et du partage, des échanges, pas par de la compétition pour dominer le pays d'à côté. Ce sont des perspectives d'un développement humain, évidemment, puisque culturellement tout ça suivrait sur une base financière ou économique solide.